Salut. Ceci est une présentation. Ceci est une présentation d'une illustration spécialement dédiée à la kiné périnéale avec toutes ses branches, que ce soit la kiné périnéale faite par un kiné, ce qu'on appelle la kiné périnéale simple, que ce soit accompagné par une petite incontinence urinaire ou peut-être anale. Je crois que, bon, peut-être le cas grave qui doit être suivi par un médecin urologue, chirurgien. D'ailleurs, je ne vais pas vous montrer ce qui n'existe qu'au Maroc. Peut-être que la chirurgie pour les incontinents urinaires ou anal n'existe pas encore au Maroc, mais peut-être que ça existe, mais bon. Je crois que je suis dans l'obligation de vous passer ce message, de vous cultiver sur cette spécialité qui est très primordiale, qui touche déjà 1 million de Français en Europe qui sont suivis par ou des kinés. Si le périnée n'est pas très endommagé et que le kiné peut par musculation du périnée via un appareil spécial peut y remédier, ou peut-être le cas grave qui nécessite un médecin, un chirurgien, urologue très qualifié et avec des chirurgies et des opérations que vous allez voir d'ailleurs avec vous-même, des illustrations très directes, très franches. D'ailleurs, je m'excuse pour quelques quelques passages un petit peu soft. Là, on fait voir l'appareil génital de la femme, mais quand même, تنعسوا ربي شوية، ولكن c'est la médecine, on peut rien y faire. Peut-être que Dieu va un petit peu nous donner raison. Prévu visualiser des cas un petit peu soft pour un petit peu sauver des vies et donner le bien-être à pas mal de personnes via ces vidéos. C'est déjà grand-chose. Bon, je vous laisse voir des illustrations et profitez-en. Et ce ne sera pas la première illustration. On va traiter chaque sujet ou dans la kiné médicale, fonctionnelle, neurologique, la kiné qui traite le Parkinson, la kiné qui traite tout ce qui est neurologique, psychomotrice, rajeunissement par section très détaillé. On va même parler sur toutes les techniques de rajeunissement qui existent jusqu'à maintenant, qui sont ou dans notre centre, ou sont pas encore, bien sûr, accessibles dans nos centres ou par leur coût astronomique. D'ailleurs, que par leur coût astronomique, question formation, je crois que notre staff est déjà diplômé, est déjà qualifié pour une formation de 3 mois pourra faire l'affaire avec leur diplôme. Je crois qu'ils ont l'instruction basique pour une formation de 3 mois, et ça peut marcher sans et donner au client un résultat optimal à 100%. Bon, je vous laisse voir la vidéo sans vous duper avec mes propos. Enfin, j'espère que vous allez bien trouver ça intéressant. Et merci bien. On va passer à du plus léger.
hein, avec Seti. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec vos jouets, qui pourraient ressembler à des sextoys qui n'en sont pas, parce qu'il s'agit quand même de musculation. C'est vrai, comme ça, à première vue, on croirait que je suis plutôt en bonne compagnie. Oui. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ce ne sont pas des instruments de plaisir que j'ai là, ce sont des instruments de travail nuance. J'ai trouvé tout ça sur un site formidable qui s'appelle Périnée Shop. C'est un petit peu le souk, le showroom, la foire fouille du périnée. En fait, on y trouve, c'est eux qui m'ont prêté à peu près tout ça. Alors c'est vrai que nous, les femmes, on nous rabâche tout le temps qu'il faut muscler son périnée, le masser, puis le détendre. Vous avez des amis sympas, c'est ça qu'on raconte au dîner. J'ai l'impression que j'ai entendu ça tout le temps. Alors là, en un seul clic, on va sur ce site, on achète un accessoire et hop, au travail. En plus, ce site est conventionné par la Sécurité sociale qui rembourse l'achat de certains produits, hein, parce que comme je l'ai rappelé, ce sont des instruments de travail. Absolument. Et on rappelle aussi que le périnée, c'est un muscle. Enfin, Alors, plusieurs en fait, même. oui, et il fait surtout parler de lui au moment de la grossesse. C'est un petit peu là qu'on apprend son existence. Alors, on va voir sur un schéma le périnée. C'est un muscle en forme de hamac qu'on voit ici en rose, comme des membranes, qui vont en fait en gros du pubis au coccyx. Et c'est grâce à lui, par exemple, que l'on peut s'empêcher d'uriner ou de déféquer, par exemple. Le problème, c'est que quand tout va bien, on s'en occupe pas de son périnée, on ne sait même pas qu'il existe, mais au fil du temps et des grossesses, le périnée peut se relâcher. Et là, c'est un peu la descente d'organes qui nous guette. Et voilà, ça, si on peut revoir juste ce schéma pas. pour bien comprendre, si on peut le remontrer, on va comprendre, voilà, que vous voyez que cette espèce de cercle, quand il commence à se relâcher, eh bien effectivement, l'organe jaune, qui est la vessie, ou juste en arrière, le vagin et l'utérus, effectivement, peuvent avoir tendance à glisser. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas pousser sur ce périnée. Quand on contracte mal et qu'on pousse, en fait, c'est comme si on poussait sur le hamac et donc on relâche le périnée. Voilà. Et, après, c'est ça là descend. qu'on peut effectivement avoir soit une incontinence urinaire, soit une descente d'organes. D'où ces accessoires de travail. Ces accessoires. Alors, celles qui ont accouché ont peut-être connu ça. La sonde, c'est un petit peu la gym sans effort du périnée. Généralement, on fait sa connaissance lors des 10 séances de rééducation du périnée prescrits et remboursés par la Sécurité sociale. Après les accouchements à faire avant les abdominaux. Exactement. Donc en fait, le principe, c'est qu'on l'introduit dans le vagin et ça envoie des décharges électriques. Là, sur le pourtour, il y a des petits électrodes. Ça envoie des décharges électriques qui vont contracter le périnée. Le problème, c'est qu'on ne souffre pas. Or, vous le savez, pour être belle, il faut qu'on souffre. C'est un petit peu comme si vous, Michel, vous aviez des gros muscles, mais que vous ne saviez pas vous en servir. Le périnée, c'est exactement pareil. C'est bien beau d'avoir un périnée bien musclé, mais si on n'est pas capable de le contracter soi-même, d'en prendre conscience, ça sert à rien. Et le problème, c'est qu'en fait, les femmes sont très nombreuses à ne pas avoir une intuition fine de leur périnée. Parce que comme c'est qu'un muscle qu'on ne voit pas, contrairement au muscle du bras, par exemple, c'est pas forcément un muscle évident à saisir, à prendre conscience et donc à contracter. C'est pour ça que c'est pas forcément une bonne idée que d'utiliser ces sondes comme ça, parce qu'en gros, il faut apprendre à verrouiller, comme on dit dans le jargon, son périnée à chaque fois qu'on tousse ou qu'on éternue. C'est ce qu'on nous apprend généralement après une grossesse, justement pour pas pousser sur ce périnée, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc le relâcher. Alors, on se sonde ou pas? Alors, de l'avis de tous les experts, oui. Sonde, oui, à condition, que ce soit un kiné qui vous initie à la sonde, qu'il vous apprenne à contracter vous-même le périnée, et deux, de le faire au moins une fois par semaine, parce que le périnée, c'est comme les abdos, dès qu'on arrête, ça dégonfle. Les conseils des experts. Alors, les conseils des experts. Alors, on parle beaucoup des boules de geisha. Et d'ailleurs, notre urologue François Hab est venu en parler il n'y a pas longtemps sur le plateau. Voilà. Donc, les boules de geisha. C'est une question de téléspectateurs, effectivement. Voilà, le principe est simple. Alors, je ne vais pas me gêner, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Alors, on a une boule ou deux boules. On peut les mettre les deux en même temps. Ça semblait au tac au tac avec lesquels on jouait quand on était petite, c'est vrai. Alors, à l'intérieur, il y a des petites boules. Vous n'avez pas c'est un truc de fille, on faisait ça, alors et puis ça tapait. C'est vraiment le sex toys. Ça, c'est vraiment... voilà. Mais en même temps, donc on les introduit dans le vagin et donc on est obligé de contracter le périnée pour éviter qu'elles sortent. Le problème, c'est l'hygiène. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc il n'y a pas de normes. Et c'est assez souvent que les revêtements agressent la flore vaginale et soient à l'origine d'allergies ou d'intolérances. D'accord. Donc dans ces cas-là, il y a des sextoys qui ont été reconvertis en dispositifs médicaux. Merci Michel. Je vous en prie. Le cône vaginal. Donc ici, vous en avez 4, par exemple, dans un petit boîtier. Ils sont tous de poids différents. On peut en mettre 1, on peut en mettre 2, on peut en mettre 3, on fait ce qu'on veut. Et donc... Alors, beaucoup quand même. Et donc, on peut les accrocher entre elles aussi.
Et donc le système, alors ça c'est vraiment des dispositifs médicaux, donc normalement il n'y a pas trop de crainte en termes d'hygiène. Et donc Le but, c'est quoi? C'est les empêcher de sortir, les mettre, les il y a empêcher de il y a sortir. deux façons de faire. Soit on les introduit, on tire sur le fil et donc on est obligé, comme une haltère en fait, de le retenir pour éviter qu'il sorte. Soit on les met et puis après on va qu'à ses occupations domestiques. Bah oui, allez, on va passer son aspirateur. avec sa Et fille. voilà, on est obligé de contracter à chaque fois Formidable. qu'on sent que C'est ça vrai. sort. Et alors c'est le problème de ces trucs-là, c'est qu'il faut pas trop en abuser. Pourquoi? Parce que on devient risque de accro, trop muscler. On peut être accro. Moi personnellement je ne dirais rien, mais on peut être accro. Et donc le problème c'est qu'on muscle trop le périnée. À force de trop le muscler, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait le petit hamac qu'on a vu, c'est un peu comme une toile de trampoline. Il se tend de trop et en se tendant de trop, il perd de son élasticité. Et Finalement, donc, on on se l'abîme. casse. Ouais. C'est comme un trampoline. C'est-à-dire que vous rentrez, vous repartez tout de suite. Donc, ça veut dire C'est fou, quoi? En temps, ça veut dire quoi? Il faut l'utiliser combien de temps? Une demi-heure par semaine. D'accord. Vous avez également des dilatateurs vaginaux. Alors sur ce ça, c'est un site, programme. voilà, il y a aussi des Juste, dilatateurs. pardon, mais ça fait du bruit, vos trucs, là. Si vous le gardez sur vous... Non, ça si- fait pas de bruit. Non, là. si vous en mettez 3 ou 4, là. Mais là, ils il se ne cognent. fait pas de bruit. Non, mais ils se cognent entre eux, donc ça veut dire que vous pouvez faire du bruit. Je sais pas, vous vous promenez, ça fait du bruit. Non. Non, elle vous dit non. C'est comprends pas comment ça fait. c'est insonorisé à l'intérieur. Ah bah c'est ça, voilà, vous avez un revêtement. Hein. Pardon. On est très bien faites. Donc, on disait des dispositifs. Alors les dilatateurs vaginaux. Dilatateurs. Alors, il faut faire très attention avec ça parce que donc ça se présente comme ça. Ce sont donc des kits. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs volumes, et donc en fait ça s'adresse à des femmes qui souffrent de contractions excessives et incontrôlées du périnée, qu'on appelle aussi parfois vaginisme. Il faut faire vraiment très attention avec ces produits que l'on peut acheter sans ordonnance, ce qui pour moi est une erreur de l'avis des experts aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait le vaginisme est souvent lié Un traumatisme à un traumatisme, une souffrance psychologique qui peut être liée à une agression sexuelle ou à une malformation congénitale, ou elle concerne aussi les personnes qui ont un cancer de l'utérus et ont une radiothérapie. La radiothérapie rétracte les tissus vaginaux. Et c'est vrai que ces instruments-là peuvent abîmer le périnée, peuvent déchirer aussi les tissus. Donc surtout à ne pas acheter comme ça. Il faut toujours faire sur et sous contrôle médical tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachez d'ailleurs que tous les produits que je vous ai présentés ici, aucune étude scientifique ne prouve leur efficacité sur le périnée. Après, si vous voulez faire vraiment le tour de Même la pas question... l'électrostimulation, là? Non, Ah, d'accord. rien. Et après, si vous voulez en savoir plus, il y a Alors, elle fait deux toute une ouvrages. chronique et à la fin elle dit en fait ça sert à rien. Voilà. Non, il n'y a pas Elle a dit d'études qu'il y a pas scientifiques. d'études Non, non. scientifiques Tous qui les prouvent. experts que j'ai interviewés m'ont vraiment dit qu'ils avaient tous un intérêt. C'est bien quand c'est quand même contrôlé sur surveillance médicale, mais tous ont un intérêt. Et que même, il y en a même certains. les boules, les cônes vaginaux à faire une fois par semaine pour entretenir son périnée, c'est une très bonne idée. Après, si vous voulez faire vraiment le tour de la question sur le périnée, il y a la grande prêtresse Bernadette de Gasquet du périnée qui a écrit 2 ouvrages et ça a vraiment fait le tour de la question. Ça sera conseille sur leur lecture. ledocteur.fr. Et ça, c'est quoi, là? Alors ça, c'est un coussin pour muscler voulez le pas le périnée. montrer? Bah, Vous l'avez apporté, Je c'est- l'ai apporté comme ça pour dire que ça existe. C'est un petit coussin, on le met sous ses fesses pour travailler vous et en m'avez même fait temps on peur. muscle son Vous périnée. m'avez fait peur. Ah ouais, c'est intéressant comme truc. C'est c'est comme vrai. les ballons, en fait, c'est comme les Ah, ballons. d'accord, oui, d'accord. Ok. Merci beaucoup, crois que j'ai- Cécile. Vous me le passerez que je fasse. Non, parce que Mais les hommes ont un périnée. on a un périnée. Tout à Voilà, fait. je voulais le dire. Alors bien sûr tout ça on Tenez, peut pas le rentrer. allez c'est- muscler votre périnée. Non, on peut pas. Il n'y a pas de. Si, c'est pas Mais, possible. mais Si. ça muscle Si comme quoi les ballons, Il y quoi. a- hein, il y parce a qu'il y a de la des sondes. résistance. Il y a des sondes pour vous. Je l'ai pas apporté, mais il y a des sondes pour vous. Pour l'anus. Oui, Bah oui, Michel. C'est Allez, sûr. c'est pas pour la gorge. pour muscler le périnée. Façon de parler, lui. Je vais m'asseoir ça dessus. Merci beaucoup, en tout cas. Et de rien. Ah, Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. Alors on va parler aujourd'hui de l'incontinence urinaire et anale. L'incontinence urinaire touche environ une femme sur 5 et un homme sur 10, et pas que les personnes âgées.
Quant à l'incontinence anale, elle touche plus d'1 million de Français. Sujet tabou, ces problèmes de santé restent très difficiles à évoquer, tant par les personnes concernées que par leurs proches. Ils aboutissent souvent à une situation d'isolement social qui entraîne petit à petit une perte d'autonomie. Alors, quelles sont les causes de l'incontinence urinaire chez les femmes et les hommes? Qui consulter et en quoi consistent les traitements? Pour répondre à ces questions, avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Dr Véronique Vitton, gastro-entérologue à l'hôpital Nord de Marseille, et professeur Gilles Carcinti, urologue à l'hôpital de la Conception. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Alors, il existe plusieurs formes d'incontinence urinaire. Gilles Carcinti, la plus fréquente est appelée l'incontinence à l'effort. Qu'est-ce que c'est? C'est les muscles qui sont plus capables de fermer la vessie? Alors, l'incontinence urinaire, comme vous le dites, il y a plusieurs types d'incontinence. Chez la femme, la plus fréquente, ou celle dont on parle le plus, parce qu'on n'est finalement pas certain que ce soit la plus fréquente, c'est l'incontinence d'effort, c'est-à-dire lorsque la patiente tousse, éternue, soulève quelque chose de lourd, fait un effort, eh bien, il va y avoir quelques gouttes d'urine qui vont s'échapper et parfois beaucoup plus. Dans ce cas-là, c'est les mécanismes de retenue des urines, c'est l'urètre qui est déficient et qui est la cause des fuites urinaires. Alors, à quoi sont dues ces fuites? Il y a plusieurs raisons. On ne va peut-être pas les détailler. On ne va pas toutes les détailler, mais le premier message, c'est qu'il n'y a pas une seule incontinence urinaire, mais il y a bien des types différents. Tantôt l'urètre va être en cause, tantôt la vessie, tantôt les deux. Et le premier travail du spécialiste qui va prendre en charge l'incontinence est de démêler cet écheveau et de dire le mécanisme des fuites est le suivant. Il y a un seul ou plusieurs mécanismes entremêlés et c'est vraiment le premier travail le plus important et c'est ce travail-là qui permettra de proposer un traitement efficace. Allez, avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage. L'incontinence urinaire fait partie donc des maladies tabous. Pourtant, cette affection touche plus de 3 millions de personnes en France. Contrairement à une idée reçue, elle n'est pas l'apanage des seniors, mais on peut en souffrir à tout âge. On regarde ces images qui pourront choquer les plus jeunes d'entre nous. L'incontinence urinaire consiste en l'existence de fuites involontaires d'urine. Survenant à la suite d'une grossesse, d'une intervention ou encore d'un trouble neurologique, elle touche plus fréquemment les femmes avec près de 20% de patientes adultes incontinentes en France. Mais elle concerne également les hommes et les enfants. Pour être continent, il faut que le bas appareil urinaire, la vessie, l'urètre et ses sphincters soient fonctionnels. Et il faut aussi que la commande nerveuse de ce système soit intègre et permette en particulier aux sphincters et à la vessie de travailler de concert et de façon coordonnée. Donc on voit qu'il y a tout un éventail de maladies qui peuvent conduire à l'incontinence. Et donc il sera très important de faire le diagnostic du mécanisme. Sans diagnostic de mécanisme, on ne pourra pas envisager le traitement de façon correcte. Le diagnostic est donc essentiel. Pour l'établir, on pratique 3 examens principaux. Pour dépister l'incontinence urinaire, eh bien, on fait appel à tout l'arsenal médical qui commence par un interrogatoire précis, un examen clinique et un certain nombre d'examens. Un des examens clés sera le bilan urodynamique. Le bilan urodynamique regroupe un ensemble de tests qui consistent à vérifier si la personne a ou non une infection urinaire, à mesurer la puissance du jet et la régularité du débit, à vérifier l'effet de la toux sur une vessie remplie ou encore à mesurer les variations de pression sur toute la longueur de l'urètre. L'analyse de l'ensemble des courbes obtenues lors de l'examen permettra de préciser le mécanisme d'incontinence dont souffre le patient. Mais ce n'est pas le seul. On peut être amené à aller regarder dans la vessie, réaliser une cystoscopie. Lors de la cystoscopie, on va en effet introduire un fibroscope enduit de gel anesthésique dans le conduit urinaire et dans la vessie, afin d'explorer les muqueuses et faire des prélèvements de toute lésion suspecte. Bien souvent, à l'occasion de ces 2 examens, il n'est pas rare qu'on complète notre examen clinique en réalisant des tests pour mettre le patient dans les situations qui génèrent les fuites. Ça va nous permettre d'avoir la certitude qu'on a bien isolé le bon mécanisme. Dans certains cas plus rares, on peut être amené à demander des examens morphologiques un peu plus complexes, mais c'est relativement rare et l'examen clinique, la cystoscopie et l'urodynamique sont vraiment les temps clés du diagnostic d'une incontinence. Là, vous avez envie de faire pipi ? Ces examens sont essentiels pour décider du traitement et rendre la prise en charge efficace. Nous allons avoir des traitements qui vont viser les problèmes de vessie
qui génèrent l'incontinence, les problèmes d'urètre qui génèrent l'incontinence. Véritable question de santé publique, l'incontinence urinaire constitue encore un tabou pour les patients qui souvent n'osent pas en parler. Il est indispensable de surmonter cette gêne car des solutions existent pour remédier à l'incontinence urinaire. N'hésitez pas à consulter les professionnels de santé qui sauront vous orienter. Véronique Vitton, beaucoup de patients souffrent à la fois d'incontinence urinaire et d'incontinence anale. Alors qu'est-ce que l'incontinence anale ? Alors l'incontinence anale, c'est l'absence de contrôle des gaz et des matières, le plus souvent des matières liquides. C'est également fréquent, on a parlé de tabou avec Gilles Carsanti, l'incontinence anale est beaucoup plus tabou. Les gens arrivent parfois à parler d'incontinence urinaire. L'incontinence anale, c'est très difficile. Ça touche quand même 1 million de personnes en France au moins. Et ça peut toucher tous les âges, mais je pense qu'on va en reparler. Justement, quelles sont les conséquences voilà, ça entraîne des problèmes un petit peu dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les gens vont s'isoler, se désociabiliser. Ça a un retentissement évidemment dans la vie quotidienne de couple, parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un quand on a ce genre de problème. C'est un retentissement dans la vie professionnelle aussi. Les gens s'arrêtent de travailler parce que y a des odeurs désagréables, parce qu'on n'ose pas en parler, on n'a pas consulté, donc on subit les conséquences de ce handicap, parce que c'est un véritable handicap. Et puisqu'on a parlé d'incontinence urinaire, je crois que les chiffres d'association, puisqu'on peut avoir les deux troubles, c'est à peu près 30% des patients qui ont à la fois une incontinence urinaire et anale. C'est une maladie, en ce qui concerne l'incontinence urinaire, qui reste tabou également, Gilles Carsanti. Les personnes ont toujours du mal à en parler. Oui, tout à fait. Si on en parle plus, ça reste tabou. L'autre point, c'est également que c'est associé à une idée de fatalité et de déchéance, et que même si les gens en parlent, ils en parlent tard et ils en parlent en n'attendant pas finalement d'aide, alors qu'on n'a jamais eu un arsenal thérapeutique aussi riche et aussi efficace. Donc il faut vraiment tendre la perche et oser parler de ces fuites pour trouver des solutions. Alors justement, qui consulter et à quel moment ? Il faut se tourner plutôt vers son médecin traitant ou alors directement aller voir justement un urologue ? Alors, bien sûr, les urologues sont les spécialistes de l'appareil urinaire, de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements. Les généralistes, nous sommes en relation avec eux. Nous parlons, en particulier, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je discute beaucoup. On fait des réunions d'information et d'échanges sur ce sujet. Donc en parler à son généraliste et demander à voir un urologue ou aller consulter un urologue, mais ne pas rester avec ces fuites, quelle que soit leur importance. À partir du moment où elles apparaissent, il faut consulter. Et donc c'est pas des problèmes qui sont réservés aux personnes forcément plus âgées, non, c'est ça ? Pas du tout, puisque l'incontinence peut toucher tous les âges. Alors il y a de l'incontinence chez l'enfant. L'acquisition de la propreté est parfois problématique. Il peut y avoir de l'incontinence jusque dans la grande enfance. Puis, il y a de l'incontinence chez des patients jeunes, dans des contextes particuliers, des contextes traumatiques, des contextes de maladies neurologiques. Il y a de l'incontinence autour de la grossesse, qui peut être temporaire, mais qui peut nécessiter un avis et un soutien et une prise en charge adaptée, même si elle n'est pas chirurgicale. Et ensuite, à partir de la 5e décade, chez la femme, l'incontinence commence à arriver avec une fréquence un petit peu plus grande. Chez l'homme, c'est fréquemment plus tard. Et c'est dans un contexte un petit peu plus souvent lié à d'autres traitements. Mais on voit que donc, finalement, l'incontinence s'étale à tous les âges de la vie. Et pour l'incontinence anale, Véronique Vitton, c'est pareil, on peut être touché à tous les âges ? À tous les âges. Comme disait Gilles Carsanti, ça peut toucher l'enfant. Il y a des enfants, et à la Timone, il y a un centre spécialisé dans ce genre de pathologie avec des malformations à la naissance qui font que les enfants, même s'ils sont opérés de leur malformation, vont souffrir d'incontinence anale dans l'enfance puis à l'âge adulte. Et pour les femmes, alors je dis les femmes, en fait ça peut toucher également les femmes et les hommes, un peu plus les femmes, tout simplement parce que les accouchements, un peu comme l'a dit Gilles Carsanti aussi, vont être pourvoyeurs de lésions
au niveau des muscles de l'anus notamment. C'est présent dans 30% des cas à peu près. Et donc une femme qui accouche à 20 ans peut être incontinente, comme une femme à 25, 30 ans, enfin à tous les âges. Alors bien sûr, c'est plus fréquent chez les femmes âgées, et chez les hommes aussi à un certain âge, mais enfin ça peut toucher tous les âges. Et c'est d'autant plus tabou qu'on est jeune parce qu'on n'ose pas en parler. Et voilà. C'était méconnu aussi parce que ça paraît quand même un chiffre assez important. Je ne sais pas si c'était méconnu. Non, je pense qu'il y a un tabou autour de ça. Hein. Comme on disait, quand on est enfant, on dit facilement qu'on va faire pipi et moins facilement qu'on va faire des selles. Donc voilà, il y a toujours eu un tabou autour de ça. Ce qui est bien, c'est qu'en travaillant maintenant en réseau avec Gilles Carsanti, on a tendance à avoir les mêmes patients. Et dans ce sens-là, je pense que les personnes qui consultent leur médecin traitant, peut-être, ou d'emblée un urologue et qui parlent d'incontinence urinaire, vont peut-être du coup parler aussi de leur incontinence anale, ou du moins les urologues vont aussi poser la question. Donc on va peut-être arriver petit à petit à démystifier les choses en collaborant comme ça entre spécialistes et en réseau bien sûr avec les généralistes. Alors en quoi consistent les examens quand on vient vous voir pour la première consultation? Ça se passe comment? Il y a d'abord une discussion, ensuite des examens plus précis? Oui. Bien sûr, on commence par discuter, par écouter la plainte, les attentes du patient ou de la patiente, son histoire, comment essayer de recréer un petit peu l'histoire. Ensuite, les examens, on a vu, l'objectif des examens va être de comprendre quel est le dysfonctionnement. Donc il y a quelques examens clés qui ont été très bien résumés dans le petit sujet qu'on a vu. Examen morphologique, aller voir avec une caméra dans le bas appareil urinaire, c'est assez fréquent. Ça nous permet également de mettre le patient facilement dans les conditions de la fuite, c'est-à-dire qu'on remplit la vessie, on peut demander au patient de faire des efforts, le mettre dans un certain nombre de situations où les fuites peuvent survenir, et donc voir la fuite et voir la circonstance dans laquelle elle survient. Ensuite, un des examens clés, c'est cet examen urodynamique, où on va enregistrer les pressions dans la vessie et dans l'urètre. Pourquoi des pressions? Parce que on urine et on est continent grâce à des équilibres de pression. Notre bas appareil urinaire, c'est un réservoir avec un canal de sortie. Quand la pression est basse dans le réservoir et haute dans le canal de sortie, les urines restent bien sagement là où elles doivent. Et lorsqu'on veut vider, le réservoir se contracte et le canal de sortie s'ouvre. Quand cet équilibre-là est rompu, on se trouve dans une situation avec possiblement des fuites et peut-être d'autres troubles. Alors, est-ce que ce sont des examens douloureux? Est-ce qu'il faut une préparation préalable? Non, aucun de ces examens n'est douloureux. Ce sont des examens qui se font en consultation. Donc la plupart du temps, cette prise en charge demande plusieurs temps. Une première consultation de prise de contact pour situer le problème. Puis on programme des examens. Un des messages est que on va prendre en charge le patient le plus vite possible, bien sûr, puisqu'il attend d'être soulagé. Mais il n'y a pas de raison de se précipiter vers une solution thérapeutique décidée de façon prématurée sans avoir tous les éléments. Donc en général, il nous faut entre 2 et 3 rendez-vous pour avoir fait un tour complet de la question et proposer au patient une synthèse. Ça lui permet aussi de comprendre son problème. On va le lui expliquer au fur et à mesure et ça va lui permettre de participer au choix du traitement et de comprendre le traitement qu'on lui propose. Et c'est assez capital dans le succès et dans le succès du traitement et dans le succès de la relation. Véronique Vitton, vous avez aussi des patients qui arrivent parfois avec une idée déjà préconçue des traitements. Oui. Comment ça se passe? Oui, souvent, d'abord, il y a des discussions entre patientes, ce qui se fait très facilement. Et puis, il y a des choses qui se disent dans la littérature populaire, j'allais dire. Après, c'est vrai que, comme dit Gilles Carsanti, après, je vais pas répéter, on travaille ensemble, encore une fois, il l'a pas dit, mais il devrait. Il a mis en place des réunions de périnéologie. Donc, parce que justement, le périnée, il y a le périnée antérieur, c'est le système, la vessie, les sphincters urétraux, l'appareil, le rectum et l'anus, et il y a aussi toute la partie gynécologie. Donc ça, c'est important d'avoir cette vision globale et celle qu'on travaille ensemble pour ça. Après, effectivement, les patients viennent parfois avec des idées reçues. Il faut là aussi bien les interroger, essayer de comprendre le mécanisme à l'origine de leur incontinence, parce que là aussi, souvent, mais c'est pas lié à l'incontinence, hein, dans toutes les pathologies, les gens parlent beaucoup et pensent que chaque situation peut être la même et peut être reproduite d'un patient à l'autre. C'est pas tout à fait le cas. Après, en revanche, on a des examens également, un peu comme en urologie, qui sont simples à faire, qui ne sont pas douloureux, mais qu'il faut expliquer aux patients et qui vont permettre, évidemment, pour chaque patient d'adapter ensuite le bilan puis le traitement.
Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique aussi pour les patients, pour qui c'est pas évident de parler de ces troubles? Comment ça se passe? Pardon. Nous, dans le service, il y a une psychologue dans l'unité d'exploration fonctionnelle à l'hôpital Nord, justement parce que c'est très difficile à vivre, quelles que soient les raisons de l'incontinence, et que dans les causes, il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les antécédents obstétricaux, les maladies neurologiques, notamment la sclérose en plaques, qui pose beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais il y a aussi les viols, les abus sexuels, et pas uniquement des viols physiques, ça peut être des abus verbaux, simplement, des harcèlements. Donc pour ça, il y a une prise en charge psychologique pour permettre aux gens de parler de ce mécanisme à l'origine des troubles et pour permettre justement de se resociabiliser un petit peu et d'accepter d'une part la maladie, la prise en charge. Vous avez noté quand même une évolution aujourd'hui, les patients viennent plus facilement qu'avant ou pas forcément? Je crois pas. Non, moi personnellement, Gilles répondra pour sa part, mais non, pour l'incontinence anale, c'est très difficile. Et on parlait de fréquence, je reviens juste un petit peu en arrière. Il y avait une étude qui avait été faite en Rhône-Alpes qui avait montré que 80% des praticiens n'étaient pas au courant des troubles sphinctériens de leurs patients. Donc il y a pas uniquement les patients qui doivent progresser, mais les médecins aussi, parce que les médecins généralistes ont beaucoup de choses à faire et qu'ils ne peuvent pas aussi poser toutes les questions. Mais c'est à nous, je crois, de faire de l'information justement et de dire aux patients d'aller en parler à leur médecin traitant et puis ensuite de nous adresser les patients, d'adresser les patients aux spécialistes pour les prendre en charge. Gilles Carsanti, est-ce qu'on peut prévenir justement l'incontinence urinaire? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner ou non? Alors c'est une grande question, en particulier chez la femme, puisque la grossesse et l'accouchement par voie basse, l'accouchement naturel, sont des facteurs de risque d'incontinence. Les femmes qui n'ont jamais eu de grossesse et jamais d'accouchement ont moins fréquemment d'incontinence. On ne va pas s'arrêter de faire des bébés, c'est tellement merveilleux, on va s'arrêter pour ça, mais c'est un facteur de risque. Est-ce qu'il y a des méthodes pour le prévenir? On sait que la rééducation des muscles du périnée améliore l'incontinence dans la période après la grossesse. Une patiente qui a de l'incontinence en postpartum, après la grossesse, va être améliorée et va récupérer une continence et un confort pelvipérinéal plus rapide qu'une patiente qui n'est pas rééduquée. On manque de données très solides pour dire que cette rééducation est encore efficace 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, et du moins que le fait qu'elle ait été pratiquée prévienne la survenue 20 ans plus tard d'une incontinence. Ça, c'est des données qu'on a encore du mal à apprécier avec certitude. Alors je rebondis un petit peu sur ce que disait Véronique. Nous, du côté psychologique, une des qualités qu'on essaye de développer dans la prise en charge, c'est une prise en charge en plusieurs temps, une prise en charge qui est certes un peu longue, mais qui va permettre de parler, qui va permettre de voir plusieurs praticiens et de ne pas voir que des médecins. Donc on va voir un kiné spécialisé, un infirmier spécialisé qui voit beaucoup de patients comme ça, et ça permet de libérer la parole, et ça a un rôle rassurant qui est majeur. Et dernier point sur la prise en charge, c'est vrai qu'on a parlé de réseau sans préciser. L'idée du réseau, c'est de faire un travail multi et transdisciplinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre de Véronique. Véronique a peut-être quelques petites choses à apprendre de moi. On apprend également au contact de nos collègues gynécologues, au contact de nos collègues chirurgiens digestifs. Et donc, on a mis en place, avec Véronique, avec Aubert Agostini, une réunion qui est bimensuelle où tous nos dossiers de patients incontinents et à troubles de la statique pelvienne sont discutés, et on va prendre l'avis de nos collègues pour essayer de proposer des prises en charge optimales. Et en ce qui concerne donc la prise en charge de l'incontinence anale, qu'est-ce qui existe alors comme traitement, c'est variable en fonction de la pathologie, mais qu'est-ce qui est le plus fréquent? Alors, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que la plupart des incontinences anales répondent à un traitement médical ou par rééducation.
70 à 80% des cas, enfin dans 80% des cas environ, les patients peuvent être améliorés avec des traitements médicaux, avec des régimes. En fait, le principe, c'est de ralentir le transit puisqu'on retient moins bien des matières qui sont liquides. Donc on essaye de constiper, j'allais dire, un petit peu les patients. Il faut trouver un équilibre avec le régime alimentaire, avec certains médicaments. On peut aussi, dans certains cas, et là aussi, c'est pas toujours la même chose d'un patient à l'autre, mais rééduquer les patients, renforcer les muscles quand c'est possible. Après, ça dépend du mécanisme forcément de l'incontinence. Ça, c'est le traitement médical globalement. Après, il y a d'autres méthodes. Il y a des méthodes de stimulation électrique maintenant qui sont en cours d'évaluation, qui sont des stimulations externes qui peuvent aider les patients. Et puis, finalement, dans 20% des cas, on peut avoir recours à des traitements chirurgicaux. Il y a un traitement qui commence à être bien connu, qui est aussi qui existe en urologie. Enfin, les urologues ont été précurseurs. C'est la neuromodulation. Je pense que Gilles en parlera, qui est un peu, enfin, on appelle ça classiquement le pacemaker de l'incontinence, qui marche bien, qui donne de très bons résultats. Ça reste une intervention chirurgicale, mais qui n'est pas très invasive. Et puis après, il y a d'autres techniques chirurgicales, de sphincter artificiel ou autres. Enfin, on en arrive rarement là. Heureusement, on arrive quand même à améliorer les patients. Et c'est pour ça, encore une fois, on insiste. C'est tabou, il faut en parler parce qu'il y a vraiment des moyens d'améliorer les gens et de leur rendre service. Oui, la neuromodulation, en fait, c'est quoi? C'est des petits boîtiers qui vont être insérés. Ça se passe comment? Alors, ça ressemble à un pacemaker. Donc c'était bien de le comparer au pacemaker. C'est bien le pacemaker de la vessie, le pacemaker du pelvis. Ça consiste à installer une petite électrode à proximité de nerfs qui commandent et reçoivent les informations qui viennent des organes pelviens. Et on s'est rendu compte qu'en appliquant de faibles courants électriques à proximité de ces nerfs, on arrivait à calmer un certain nombre de symptômes. C'est une approche qui a beaucoup d'avantages parce qu'elle est peu agressive, on ne casse rien, on ne détruit rien. Et on a des résultats tout à fait spectaculaires. Alors, encore une fois, dans certains types d'incontinence. Donc là, pour ce qui est de l'incontinence urinaire, on a à l'heure actuelle un arsenal vraiment riche avec des traitements pour l'incontinence d'effort. Et je devrais dire les incontinences d'effort, parce que plus on les connaît, les incontinences, plus on les classifie en sous-types et on a un regard un peu plus subtil et un peu plus fin, ce qui nous permet de choisir un traitement vraiment adapté presque par patient. Et on a 4 ou 5 niveaux de traitement pour l'incontinence d'origine urétrale et 2, 3 ou 4 niveaux de traitement pour l'incontinence d'origine vésicale. Et il nous arrive de mixer les deux approches. Donc pour l'urètre, on a beaucoup parlé des bandelettes sous l'urètre pour l'incontinence de la femme. On a maintenant des bandelettes pour l'incontinence de l'homme aussi. Les sphincters artificiels en urologie ont fait leurs preuves dans les formes les plus graves. On a bientôt 20 ans de recul sur ce matériel avec des résultats spectaculaires dans les formes graves. Des traitements maintenant de moins en moins agressifs, de plus en plus mini-invasifs, endoscopiques. Donc pour les incontinences urétrales et d'effort, vraiment un arsenal très riche. Pour l'incontinence d'origine vésicale, bien, on a parlé de la neuromodulation. On entend aussi pas mal parler de la toxine botulique, qui a une application là en particulier dans les vessies neurologiques, qui est dans ce domaine des vessies neurologiques une vraie révolution thérapeutique pour les patients souffrant de sclérose en plaques, les blessés médulaires. Il y a un avant et après toxine botulique. Ça peut prendre combien de temps justement de traiter ces troubles? Ça peut aller ça prend quelques mois, quelques jours? Peut-être quelques mois à faire. Après, on a des petits moyens pour améliorer rapidement les gens. Encore une fois, ça dépend de la sévérité des symptômes. Pour les traitements médicaux, ça peut se faire en 1 à 2 mois. On peut ressentir une amélioration assez rapidement avec des petits conseils au quotidien. Enfin bon, il faut écouter les gens, les revoir, être à l'écoute et ça c'est une évidence. Après, pour les traitements plus lourds, entre guillemets, comme la neuromodulation, Gilles en parlera mieux parce qu'il est chirurgien. Il y a une période de test. D'abord, il faut avoir passé certaines étapes en France parce que cette technique est remboursée. Il y a aussi des conditions pour la mettre en place. Il faut d'abord un échec des méthodes médicales, de la rééducation. Et puis quand on indique la neuromodulation, là ça peut prendre effectivement peut-être 2 à 3 mois. Il y a une période de test pour savoir si cette technique va être efficace, qui dure 3 semaines en général. Puis après, on implante ou pas définitivement l'électrode. Donc je vais dire, oui, ça prend quand même quelques mois. En ce qui concerne les facteurs de risque, donc là pour l'incontinence urinaire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tabac qui peut accentuer. Est-ce qu'il y a des choses? Pour l'incontinence urinaire, le facteur de risque principal modifiable, c'est la surcharge pondérale, c'est l'obésité.
On a maintenant des preuves très claires que l'obésité aggrave toutes les formes d'incontinence et surtout que la perte de poids, qu'elle soit obtenue par le régime ou même par la chirurgie dans les obésités importantes, améliore à elle seule, guérit à elle seule une part très importante des incontinences. Donc vraiment, s'il y a un facteur de risque sur lequel on peut agir et qui est très clair, c'est celui-là. C'est le principal sur lequel on peut agir facilement. Et en ce qui concerne l'incontinence anale, j'avais lu que les sports de haut niveau pouvaient éventuellement favoriser justement une incontinence anale, c'est vrai ? Alors oui, enfin il y a un papier effectivement qui vient de l'équipe de l'hôpital Nord, donc c'est bien, ça me fait plaisir que vous le citiez, qui a montré qu'effectivement le sport à haut niveau, enfin nous dans cette étude-là en l'occurrence c'était 8 heures de sport par semaine, on avait considéré que c'était du haut niveau. Effectivement dans ce groupe de patientes, il y avait 200 patientes qui avaient plus d'incontinence anale que les autres. Alors c'était une incontinence au gaz certes, mais enfin c'est déjà gênant, surtout que c'était dans un groupe de population, enfin de femmes jeunes qui d'habitude n'ont pas du tout d'incontinence. Elles avaient 15% d'incontinence anale contre 5% dans le groupe témoin, ce qui est important. Après, dans les facteurs de risque, on l'a dit, c'est les lésions obstétricales, essentiellement les maladies neurologiques et les cancers aussi. On voit souvent des patientes qui ont été irradiées pour des cancers de l'utérus, qui ont une curithérapie, ou des hommes qui ont été traités pour cancer de la prostate, qui ont une incontinence et qui viennent en vous disant voilà, j'ai été guérie certes, mais ce qui me gêne actuellement c'est ça, et on s'en fiche un petit peu parce qu'on considère que je suis guérie de mon cancer. Donc le cancer c'est très grave, il faut le traiter. Il y a aussi des conséquences, il ne faut pas abandonner les patients à ce moment-là, surtout pas. C'est une situation qu'on connaît aussi en neurologie. Je vous remercie, on est sur la fin de l'émission. Merci à vous d'être venus, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Très bonne journée à tous. Généralement, on ira consulter son kiné lorsqu'on va avoir une douleur, un symptôme qui apparaît. On passe d'abord par son médecin qui prescrit des séances de kiné. Et ensuite, donc, on réalise des séances de kinésithérapie à visée antalgique ou drainante pour des membres inférieurs, éventuellement lourds, des jambes lourdes. Le kiné pourra aussi intervenir pour commencer un petit peu à préparer aussi le périnée, qui va quand même être amené à avoir d'énormes changements au cours de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc il faudra préparer un petit peu en amont ce périnée pour avoir une rééducation après l'accouchement, donc la rééducation post-partum, qui sera plus efficiente et plus facile à appréhender pour la maman. Alors les consultations chez l'ostéopathe doivent être faites après, on va dire, le 3e mois. D'accord. Passé le 3e mois, un suivi régulier, c'est-à-dire qu'on va conseiller souvent 2-3 consultations maximum chez l'ostéopathe jusqu'au terme où là, l'ostéopathe interviendra chez la maman après la naissance, à peu près au 2e ou 3e mois après la naissance du bébé. Et l'ostéopathe interviendra chez le nourrisson au décours de la naissance. Alors le kiné, lui, donc, intervient donc, pour soulager des bobos de la maman lors de la grossesse, des problèmes de dos notamment. Et ensuite, il interviendra dans une 2e partie, après la naissance, pour permettre à la maman d'intégrer la rééducation de son périnée avec la rééducation de l'ensemble de son corps. C'est-à-dire que c'est l'acteur qui interviendra dans la reprise de l'activité physique de la maman en intégrant la gymnastique qu'on appelle hypopressive, à savoir que l'on essaye de ne pas avoir d'effort qui pourrait entraîner une distension et des pressions trop importantes sur son périnée qui, à terme, pourrait entraîner des incontinences urinaires, voire une ptose du petit bassin. Donc le périnée chez la maman est un des organes essentiels dans l'accouchement. Il a un rôle de soutien dans ce premier temps, puisqu'il soutient tout ce qui va être organes urogynécologiques et digestifs. Il a un rôle sphinctérien, c'est-à-dire qu'il intervient lorsqu'on va uriner notamment. Il a un rôle aussi lors du rapport sexuel.
de par certaines fibres musculaires qui sont reliées aux contractions vaginales. Et enfin, il intervient pour la libération de l'enfant lors de la naissance, puisqu'il doit s'ouvrir et permettre le passage du bébé. Donc il a un rôle fondamental et il est vraiment soumis à des contraintes très importantes durant les 9 mois et après de la grossesse. Ce périnée, après l'accouchement, donc, va être comme un petit peu endormi. Il va perdre sa qualité tonique réflexe. Il va falloir lui réapprendre à être physiologique, à savoir avoir cette capacité à soutenir l'ensemble des organes qui se trouvent dans le petit bassin de la maman. Donc ça se fait par de la rééducation auprès d'une sage-femme, dans ce premier temps, et ensuite on passe à une rééducation qui intègre le contrôle du périnée et des exercices un petit peu plus physiques. Si on ne réalise pas ce genre de prise en charge, la maman risque d'être confrontée à des incontinences urinaires qui surviennent lorsque la maman peut par exemple tousser, rigoler ou faire un effort physique. On va bien garder ses 2 épaules au contact du sol. Le kiné, lors d'une rééducation postpartum, aura pour mission de réintégrer en fait, le périnée dans le schéma corporel de la maman. C'est-à-dire qu'il doit être synchrone avec l'ensemble de son corps lorsqu'elle a effectué des efforts physiques. Donc la sensibilité de ce périnée doit être acquise. Donc souvent, c'est d'abord la sage-femme ou un kiné spécialisé dans la rééducation du périnée qui intervient. Et ensuite, un kinésithérapeute va intégrer cette perception du périnée lors des efforts qui seront demandés par des petits exercices, des jeux de respiration, travail sur ballon, tout un tas de petits exercices qui permettent petit à petit d'intensifier l'activité physique de la maman tout en étant physiologique et non invasif pour le périnée de la maman.